Carol Fancott. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur appel intitulé Créer des environnements capables de susciter la mobilisation. Je m'appelle Carol Fancott, je suis directrice participation du patient et des citoyens à la FCASS. Je suis heureuse d'animer cet événement. Nous souhaitons la bienvenue à plus de 260 personnes inscrites à cette séance, un peu partout au Canada. Nous offrons un service d'interprétation simultanée, comme c'est le cas pour tous nos webinaires sur appel. Tandis que je présente nos invités, je vous demande de prendre un instant pour vous présenter également dans la boîte de dialogue. Remarquez également, je voudrais que vous utilisiez, que vous répondiez à la question de sondage pour nous dire combien de personnes assistent à la séance à l'endroit où vous vous trouvez, y compris vous-même. Alors, vous allez entendre aujourd'hui le Dr. Ross Baker, qui est professeur à l'Institut des politiques de la gestion et de l'évaluation de la santé à l'Université de Toronto et directeur du programme de maîtrise en amélioration de la qualité en sécurité des patients. Il fait partie de notre personnel enseignant à la FCASS. Il est un expert reconnu au niveau mondial dans l'amélioration de la qualité et la sécurité des patients. Il est principal auteur, avec le Dr. Peter Norton, de l'étude canadienne sur les événements défavorables. Récemment, le Dr. Baker s'est intéressé à l'engagement et la mobilisation des patients et des proches dans les efforts de qualité et de sécurité, menant des études de cas au niveau d'organisation de premier plan au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, d'où la notion d'environnement capable de susciter la mobilisation. Mallory Keller est responsable de la plateforme Participation et habilitation des patients au Conseil de la qualité de la santé de la Saskatchewan. Elle est devenue en 2012 responsable provinciale du programme de greffe de la Saskatchewan avant d'entrer au Conseil de la qualité. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'Université de Regina. Bernie Dopker est directrice participation communautaire de la région sanitaire de Five Hills. Elle travaille depuis 35 ans au niveau de plusieurs programmes provinciaux et régionaux en vue d'améliorer, de normaliser les services dans la Saskatchewan. Elle est également Lean Leader certifiée. Elle est également coprésidente de la coalition des patients et des proches de la Saskatchewan, qui inclut un groupe de patients et de proches actifs dans la Saskatchewan, qui conseille le Conseil de la qualité de la santé de la Saskatchewan. Et enfin, mais non des moindres, Greg Farrant, qui est proche patient ressources à la région sanitaire de Five Hills et membre du comité directeur des soins axés sur les patients et les familles. Il joue un rôle actif en Saskatchewan depuis 2012, a participé à de nombreuses initiatives d'amélioration de la qualité, des événements provinciaux, des conférences. Il a récemment été mise en vedette dans une revue pan-canadienne de gestion du risque. Depuis sa première participation à un atelier de conception 3P à Moose Jaw, il croit avec ferveur à la valeur que les patients et les proches peuvent apporter à l'amélioration des soins aux patients et des systèmes de soins. Il s'agit, selon lui, du travail le plus important qu'il ait jamais accompli. Alors, dans le temps dont nous disposons aujourd'hui, nous allons découvrir comment la mobilisation des patients et des familles peut devenir le catalyseur de l'innovation et de l'amélioration. Nous allons apprendre comment les environnements capables de susciter la mobilisation peuvent soutenir l'amélioration de la qualité dans toutes les dimensions des soins de santé. Et nous allons prendre connaissance d'une de nos études de cas sur des initiatives innovatrices de mobilisation des patients en vue de l'amélioration. D'abord, très brièvement, quelques mots sur la FCASS. Nous sommes un organisme à but non lucratif au plan pan-canadien dédié à l'accélération et des améliorations dans les soins de santé avec 3 buts spécifiques. L'expérience des soins des patients et des familles, la santé des populations et l'optimisation des ressources. Nous nous concentrons sur le renforcement de la capacité d'amélioration. Nous fournissons un soutien sur le terrain pour la diffusion et la mise à l'échelle d'innovations éprouvées dans 7 domaines. Et nous travaillons de concert avec vous. Nous vous offrons un soutien qui permet l'engagement des patients et des proches, développe les capacités et les compétences en leadership et applique une méthodologie d'amélioration et offrant de l'accompagnement en vue de mettre sur pied des projets collaboratifs pour diffuser les améliorations fondées sur des données probantes. La SCASS joue un rôle de premier plan depuis longtemps dans le domaine d'amélioration et de la mobilisation des patients et des proches. Nous avons appuyé 51 équipes au sein d'organismes de santé au Canada dans 4 projets collaboratifs depuis 2010, reconnaissant les patients comme co-créateurs dans l'amélioration des soins de santé. Nous avons commandé au Dr Baker des recherches. Nous
permettant de mieux comprendre les mécanismes et les impacts de la mobilisation des patients pour l'amélioration de la santé. Tout récemment, la FCASS a reçu une commande d'une étude avec le Dr Baker pour le Conseil consultatif fédéral sur l'innovation en matière de soins de santé en vue d'explorer le potentiel de mobilisation des patients comme levier clé pour l'amélioration durable et la transformation du système de santé. À partir de ce rapport, nous avons fait paraître un livre sur la participation du patient publié par Longwoods. Nous vous donnerons tout à l'heure le lien vers cette publication. Le Dr Baker va décrire une notion clé qui est étudiée dans cette publication, à savoir les environnements capables de susciter la mobilisation. Avant de donner la parole à Ross, je vous encourage à saisir vos questions dans la boîte de dialogue pendant les présentations au fur et à mesure qu'elles vous viennent. À présent, Dr Baker. Dr Ross Baker. Merci beaucoup, Carol Fancourt. Je suis très heureux d'être parmi vous pour vous parler de ce dossier. Vous reconnaissez à quel point la mobilisation des patients a été critique, a joué un rôle critique dans le système de santé au Canada, tout comme ailleurs au Royaume-Uni, aux États-Unis. Nous avons exploré ces expériences en détail dans nos études de cas qui figurent dans le livre. Donc aujourd'hui, je voudrais établir le contexte, sachant que dans de nombreux milieux, c'est toujours un défi de mobiliser réellement les patients, malgré les efforts d'Agrément Canada, malgré les efforts de nombreux dirigeants pour dire que c'est la bonne chose à faire. Les organismes éprouvent des difficultés à y parvenir. Aujourd'hui, nous allons donc explorer la manière dont ceci peut être fait avec succès sous divers angles. L'angle du changement organisationnel, l'angle des politiques, des changements au niveau des politiques, afin de déterminer qu'est-ce qu'une véritable mobilisation des patients. Pas l'inclusion purement formelle d'un patient au sein de certains comités, car il s'agit là d'une démarche purement formelle qui ne tient pas compte du véritable potentiel de la mobilisation. Alors je vais aborder un certain nombre de points de vue au niveau de la mobilisation du patient. Et cette première diapositive emprunte à Kristen Carmen et collègues aux États-Unis un schéma très très utile qui a été publié il y a quelques années. Selon le Dr Carmen, nous devons envisager la mobilisation des patients à 3 niveaux différents. Historiquement, nous avons considéré la participation du patient au niveau des soins directs, des relations donc entre les patients et les personnes qui leur prodiguent des soins. Selon le Dr Carmen, oui, on peut considérer qu'il s'agit d'un continuum. Depuis le mode de consultation, c'est un niveau de participation assez faible, jusqu'à un mode de contribution et enfin un mode de partenariat et leadership partagé ou co-conception dans lequel le patient participe pleinement à la conception des soins qu'il reçoit. Et nous savons d'après la littérature que si vous ne pouvez pas faire participer pleinement les patients, ça a un impact au niveau de la psychologie des patients, de leur engagement envers leur propre santé, mais également au niveau des résultats. Et donc, il est très important de considérer cet élément comme étant une assise critique. Comment est-ce que nous pouvons dégager le temps, créer les possibilités, fournir aux cliniciens les compétences voulues pour qu'ils puissent faire participer les patients à leurs soins. Mais cela ne suffit pas. Et nous savons aujourd'hui, partout au Canada et ailleurs, que nous devons faire en sorte que les patients et leurs expériences, leurs aperçus, faire en sorte qu'ils fassent partie à un niveau plus vaste de la manière dont nous repensons la prestation des soins dans tous les milieux, hôpitaux, communautés, à domicile, afin de comprendre la manière dont nous pouvons dispenser des soins plus efficaces qui répondent aux besoins des patients et qui nous permettent d'utiliser nos ressources à bon escient dans le système. Donc, vous voyez la possibilité de faire participer les patients donc, au niveau de la consultation. Nous demandons aux patients s'ils apprécient les changements que nous proposons, ou bien au niveau de la contribution auquel les patients participent activement autour de la table, ou enfin au niveau de la co-conception ou du leadership partagé, où les patients participent vraiment aux décisions qui sont prises. Ils ne se bornent pas à donner leur aval à des décisions que des professionnels auront prises. Alors, ça c'est très délicat. C'est le point de mire du travail qu'on a fait pour la commission Naylor, les études de cas qui sont publiées dans le livre paru chez Longwoods. Nous nous sommes demandé donc quels sont les éléments critiques qui permettent de parvenir à cet objectif. Et enfin, avant d'entrer dans les détails, je dirais que les patients doivent également participer au niveau systémique, au niveau de l'élaboration des politiques,
lorsqu'il s'agit de prendre des décisions au niveau communautaire. Où investissons-nous de l'argent dans des services, dans des autorités de santé régionales ou les RLIS? Et puis, comment prenons-nous des décisions au niveau des organisations, au niveau des conseils et dans d'autres milieux où les patients peuvent partager leurs expériences, leurs aperçus afin d'influencer ce résultat? Bon. La nomenclature du Dr Carmen est très utile, mais elle n'évoque pas les liens entre ces différents niveaux. Soins directs, conception de gouvernance d'organisation et puis élaboration de politique. Et je crois que c'est critique. Je crois que les organisations qui ont réussi à dépasser la participation purement formelle des patients, commencent à établir les liens entre ces différents niveaux. Alors il s'agit d'un défi. Beaucoup de personnes éprouvent toujours des difficultés, mais c'est la direction dans laquelle nous évoluons. Comment pouvons-nous y parvenir à plus vaste échelle partout au pays, dans tous les milieux de santé? Et les expériences que nous avons eues dans nos visites en Angleterre, aux États-Unis, et puis dans notre travail avec certains organismes canadiens, y compris en Saskatchewan, nous allons entendre davantage de détails bientôt, nous avons créé la notion d'environnement capable de susciter la mobilisation. À un niveau, il s'agit de créer une organisation où la culture est favorable à la participation des patients à tous les niveaux au sein de l'organisation, et puis mettre en place des structures et des processus qui contribuent à soutenir les patients dans leur rôle de conseiller de l'organisation et de ressources de l'organisation et de ressources à disposition des cliniciens, des personnes au niveau de l'organisation et au niveau de l'organisation en général. Ceci donc s'applique aux trois grands niveaux évoqués dans le schéma que nous avons vu plus tard. Donc, quels sont les éléments clés des politiques qui sont capables, qui peuvent faire naître ces environnements capables de susciter la mobilisation? Il s'agit de trois processus interdépendants critiques. Tout d'abord, et ça c'est évident, il s'agit de mobiliser et de préparer les patients pour recruter les personnes, pour occuper le rôle de patient ressources, pour siéger au sein d'organismes, pour participer à l'amélioration de la qualité, à la gouvernance, aux discussions de gouvernance et de politique dans toute l'organisation. Ce qui signifie que nous avons besoin d'un recrutement efficace, d'une intégration efficace, d'un soutien efficace pour les patients. Il faut réfléchir non seulement aux patients à qui nous nous sommes habitués, avec lesquels nous nous sommes habitués de travailler dans le passé, mais recruter des personnes qui ont peut-être une attitude plus critique ou qui ont eu un parcours plus atypique et découvrir comment les faire participer à cette discussion. Il s'agit d'activités difficiles à mettre en œuvre pour une organisation et nous devons le faire à une échelle qui nous permette d'assurer qu'il y a disons, un apport régulier de patients qui soient capables de contribuer authentiquement. Alors, pour y parvenir, il faut non seulement préparer les patients, mais il faut faire participer le personnel. Donc, il s'agit de motiver le personnel à engager les patients. Le personnel, si le personnel n'est pas préparé à nouer des relations avec les patients, la discussion peut être gênante et improductive. Donc les organismes doivent s'engager non seulement à soutenir les patients, mais à assurer l'orientation du personnel. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je crois que l'un des moyens les plus féconds que nous avons vus dans plusieurs études de cas, y compris notre étude de Montréal, celle de Saskatoon, c'était le cas où les patients et le personnel ensemble ont appris de nouvelles compétences. Les initiatives Lean dans la Saskatchewan, par exemple, ont été offert aux patients la possibilité d'apprendre les compétences liées aux événements Kaizen, la transformation des soins au chevet, par exemple, au MUHC, nous ont donc permis d'apprécier les différences dans l'apport de chaque participant. Ce sont donc différentes façons de réfléchir à la façon dont on engage les patients. Et puis, ensuite, le leadership. Donc, les lieux qui réussissent le mieux à renforcer la mobilisation des patients, ce sont des lieux où il y a des leaders qui sont des modèles qui, dans leur comportement quotidien, font participer les patients à leurs décisions et qui attendent que les autres fassent de même. Rappelez-vous,
euh, les employés recherchent des leaders. Est-ce qu'il s'agit d'un programme, d'un ensemble d'activités auxquelles on doit vraiment s'engager ou est-ce qu'on le fait simplement parce que il faut qu'on réussisse notre prochain agrément ou notre prochain examen que quelqu'un va faire? Donc, le leadership est critique pour faire en sorte que la mobilisation des patients se situe au cœur de la mission de l'organisation et il faut que l'investissement en matière de temps passé avec les patients euh, puisse vraiment parvenir à déboucher sur une authentique mobilisation. Une organisation qui est vraiment orientée vers les patients fonctionne différemment au jour le jour que les autres organisations. Les patients ont un rôle différent, on respecte davantage leur point de vue. Je crois qu'il faut que nous nous rapprochions de cela, que nous comprenions cela davantage et que nous tirions vraiment parti de l'expérience des autres pour y parvenir. Je suis très heureux que nous devions évoquer le travail qui a été fait en Saskatchewan. La Saskatchewan a joué un rôle clé depuis, depuis plus de 10 ans à présent. J'ai eu la chance d'être membre du conseil d'administration du Conseil des qualités de la santé de la Saskatchewan. Donc, j'ai vu cette évolution de ce processus au fil du temps et j'attends avec plaisir d'en attendre davantage. Alors, je donne la parole justement à Mallory Keller. Mallory Keller, bonjour. Merci de me donner la possibilité de faire cet exposé. Que se produit-il en Saskatchewan? Il se passe beaucoup de choses en Saskatchewan. Alors donc, je vais évoquer un petit peu nos antécédents, puis quelques exemples de la façon dont on utilise les politiques au niveau des systèmes pour influencer la mobilisation des patients. En 2009, nous avons reçu un rapport Patient First commandé par le gouvernement provincial à l'échelle de la province. Nous avons constaté qu'il fallait vraiment nous concentrer sur l'expérience du patient, surtout le continuum. Il y avait des éléments isolés, des travaux positifs isolés qui se faisaient, mais c'était discontinu. Et si nous voulions avoir un système qui soit axé sur les patients et leurs familles, pour toute la province, pas pour une région, pas pour un hôpital, pas pour une unité, mais pour l'ensemble de la province, si nous voulions parvenir à cet objectif, donc, nous avons décidé en 2010 d'accueillir les journées d'éducation de l'Institute for Family and Patient and Family Centered Care. Comme le disait le Dr Baker, il faut que nos dirigeants, que notre leadership comprennent ce que c'est que les SAPF. Beaucoup de gens dans le monde utilisent ces termes, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et entrer dans le détail, qu'est-ce que cela veut dire traiter des patients avec respect? Qu'est-ce que cela veut dire partager des informations? Et comment est-ce qu'on peut collaborer non seulement aux décisions de soins au chevet, mais également aux... Donc, si chaque région a reçu mission en 2011 de créer ses propres politiques sur les SAPF, son propre cadre pour les SAPF, nous avons appris que cela a aidé certaines régions à se lancer dans les SAPF à l'échelon local, mais la province tout entière n'a pas suivi. Il y a eu des leaders clés comme la région de santé de Saskatoon, celle de Sunrise, celle de Five Hills. D'autres régions n'avaient pas suffisamment de ressources, de personnel peut-être, pour se concentrer sur cela. Donc en 2012, notre gouvernement provincial a adopté la méthodologie Lean comme cadre d'amélioration. À ce moment-là, on a donné pour consigne qu'aucun événement Lean ne devait avoir lieu sans un patient ressource. Cela a donné le diapason. Il fallait que tout le monde dans la province fasse participer les patients et les proches. Il y avait des normes provinciales, des soutiens à l'échelle provinciale pour faire participer les patients à ces événements. En 2014, nous nous sommes réorganisés. Nous avons créé la coalition cadre pour les SAPF. Il y avait donc un représentant du personnel, un dirigeant et un patient ressources de chacune de nos régions de santé provinciales et qui se réunissent, et de 5 autorités de santé qui se réunissent chaque trimestre en choisissant un objectif pour l'amélioration des SAPF et en vue de travailler en vue de cet objectif. Et ça a tout changé parce que tout à coup, nous avons commencé à agir de manière unie. Les patients ne percevaient pas les provinces régionales et ne méritaient pas d'ailleurs d'être traités différemment selon le point auquel ils avaient accès aux soins. Donc en choisissant des cibles
provincial, nous avons pu vraiment progresser énormément. Donc, cette coalition cadre a joué un rôle clé pour nous aider à créer l'infrastructure en vue de commencer à traiter les patients et les proches de manière équitable dans la province. Vous voyez donc notre coalition cadre, nous relevons directement de notre conseil de chef de la direction et du sous-ministre de la Santé et de la communauté. Nous travaillons dans un esprit de partage et de collaboration dans l'ensemble de la province et nous utilisons des groupes de travail animés donc non pas seulement par des employés, mais encore par des patients. Et ça jouait un rôle clé. Alors notre mission consiste non seulement à faire progresser les principes des SAPF, mais également à soutenir l'intégration des pratiques exemplaires. Nous y sommes parvenus grâce à notre groupe de travail, mais je crois qu'il est important de noter que la logistique il ne s'agit pas de rencontres présentielles, ce n'est pas très coûteux. La coalition cadre ne dépense vraiment pas d'argent. Nous libérons notre personnel, chaque région libère son propre personnel. Nous nous rencontrons par télésanté. Depuis que nous avons éliminé tous les déplacements, nous avons davantage de participation à l'échelle de l'ensemble de la province. Nous participent désormais même ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Nous avons donc travaillé ensemble pour former le personnel. La formation du personnel est essentielle. Nous avons créé donc un réseau provincial des patients et proches ressources qui mobilise les patients et les proches où qu'ils se trouvent pour évoquer leur expérience en matière de conseiller, pour nous donner des possibilités. Nous avons également demandé aux patients et proches ressources ce qu'ils souhaitaient. Ils ont déclaré qu'ils voudraient davantage d'orientation. Toute cette infrastructure nous a aidé à améliorer notre préparation de rapports, notre recrutement, notre manuel, etc. Il y a un élément très important que nous sommes parvenus, c'est que nous avons une politique ouverte sur la présence de la famille dans toute la province. À partir du 1er mars, les 13 autorités sanitaires avaient adopté la même politique qui éliminait toutes les heures de visite dans la province, ce qui est basé sur la rétroaction selon laquelle les patients ne veulent pas être traités différemment. C'est en fonction du loi où ils ont accès aux soins. Cette infrastructure nous permet d'y parvenir. Nous avons également une politique politique provinciale sur les honoraires entre 70 $ et 200 $. Et nous couvrons toutes les dépenses également pour les patients et les proches. Peu importe qu'ils participent à l'amélioration de la qualité, un événement d'amélioration de la qualité au niveau de l'unité locale ou au niveau de notre planification stratégique, nous leur remettons un gage de notre reconnaissance à titre d'honoraire. Nous avons continué d'établir des normes. Nous aurons davantage de réalisations dans l'avenir. À l'heure actuelle, nous nous concentrons davantage sur le soutien à la transition de la province à une unique autorité de santé. Donc, en 2016-2017, nous avons eu plus de 500 possibilités pour les patients et les familles d'éclairer les régions sanitaires et le système de santé. Ce chiffre sera plus proche de 600 d'ici la fin du trimestre. Bon, cette diapositive est un peu difficile à lire, mais je l'ai incorporée parce que cela évoque ce que disait le docteur Baker. Les patients et les proches sont incorporés dans la région au niveau de l'unité, au niveau de l'organisation. Ils participent également à nos organismes de soins partagés, le Conseil de la santé, participent à présent également au centre de recherche axé sur le patient de la Saskatchewan. Les patients participent donc à des équipes de recherche. Donc il s'agit d'un réseau tout entier, d'un système qui travaille ensemble pour faire progresser la participation des patients et des proches. Alors je vais donner la parole à Bernie Dopker et Rick Ferrand. Bernie Dopker. Merci Mallory Keller et merci d'avoir préparé la présentation de nos exemples, quoi faire et quoi ne pas faire dans la création d'un environnement capable de susciter la mobilisation. Comme le Dr Baker l'a décrit dans ces 3 points, ce qui doit être fait
pour parvenir à un environnement capable de susciter la mobilisation. Rick va nous raconter une anecdote sur nos débuts, sur les leçons que nous avons tirées. Rick Ferrand. Quand j'ai été invité à participer au processus 3P, la conception de notre nouvel hôpital, je ne savais absolument pas à quoi je m'engageais. Il y a eu là aussi un événement d'une semaine. Je pensais que c'était les patients qui voulaient parler d'un nouvel hôpital, mais j'avais tort. Le premier jour, lorsque je suis arrivé, il y avait seulement 5 représentants de patients. Tous les autres étaient des dirigeants et des infirmières. Une cinquantaine de personnes. Je ne savais absolument pas ce que je faisais là. Quand ils ont commencé à parler de ce qui allait se produire ce jour-là, j'ai dit à mon voisin, je vais repartir au déjeuner. C'est une espèce de réunion d'amoué et on va essayer de me vendre quelque chose dont je ne veux pas. Je suis resté pour le déjeuner parce que le déjeuner était plantureux, mais je pensais partir après. Et quelqu'un m'a convaincu de rester pour l'après-midi. Et on s'est réunis en petits groupes. On m'a placé dans un groupe avec une dizaine de personnes. On a commencé une discussion ce premier jour-là. Et 5 minutes ne s'étaient pas écoulées dans ce groupe quand le responsable m'a demandé quel était mon avis. Ça m'a complètement épaté. Personne ne m'avait jamais demandé mon avis auparavant. Mais j'ai dit, est-ce que vous plaisantez? On m'a dit, non, non, on veut savoir ce que vous pensez en tant que patient. Alors ça m'a convaincu. Le reste de la semaine, pendant le reste de la semaine, constamment, on m'a fait participer à tous les aspects d'activité de la semaine. Il ne me laissait pas rester assis sans rien dire. Heureusement pour moi, ça ne me gêne pas de dire ce que je pense. C'est mon franc-parler. Et mes réflexions ont été acceptées. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Bernie Dobker. Et ça, c'est un exemple d'une des leçons que nous avons apprises. Pour revenir à ce que disait le Dr. Baker, nous nous sommes lancés à pieds joints. Nous n'avons pas attendu d'être prêts, mais quand nous étions en train de mettre nos hôpitaux au point, nous savions qu'il fallait faire participer les patients et les proches. Plusieurs d'entre nous avaient déjà l'agrément Lean, donc nous avions certaines des compétences nécessaires pour travailler ensemble avec les patients et le reste de l'équipe de soins pour faciliter ces événements. Mais nous n'avions pas préparé les patients et les proches correctement, ni certains autres membres du personnel. Alors, même si nous nous sommes lancés à pieds joints, nous avons fait de notre mieux, nous nous sommes entraînés, ça a fini par marcher. Comme Marjorie l'a dit, nous avons bientôt appris l'importance d'avoir une orientation qui permettrait de préparer les patients et les proches ressources à ce qui les attendait. Il s'agit donc de l'un des objectifs de notre coalition cadre à titre de cible provinciale. Préparer une orientation pour tous les patients et proches ressources dans la province par voie de télésanté, donc où que nous nous trouvions. Nous en organisons tous les 2 mois environ et nous les orientons ensemble afin qu'ils puissent savoir ce qui se passe d'un bout de notre province à l'autre, afin qu'ils puissent comprendre l'importance de ce qu'ils font et ce que nous leur demandons et la manière dont nous leur demandons de partager leur expérience afin de nous permettre de nous améliorer au niveau direct, au niveau du système et au niveau des politiques. Ce qui nous amène à la prochaine mesure que nous avons prise en tant que coalition cadre. Nous avons préparé une orientation pour le personnel pour laquelle nous avons créé un cadre. Nous avons commencé à réunir les paramètres et l'information pour travailler donc avec notre personnel de soins directs ou administratifs afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que les soins axés sur les patients et leurs familles et la manière dont on peut nous mobiliser et créer des environnements capables de susciter la mobilisation. Et bon, depuis 5 ans, nous avons progressé, nous
nous recevons des demandes, des observations dans les couloirs, nous recevons des courriels, on nous envoie des informations, on nous demande de passer ces éléments en revue, des projets auxquels de petits groupes de personnel travaillent, mais puisque nous avons fait participer les patients et les proches à raison de plus de 500 participations l'an dernier, et il y a beaucoup de gens qui veulent avoir ce genre de mobilisation, donc ça devient très important lorsqu'ils améliorent quelque chose, de ne pas oublier où d'où nous puisons donc la mobilisation des patients et des proches, et où nous tenons les informations. Ce qui nous amène à aller encore plus loin. Cette année, un de nos objectifs était d'avoir un cadre standardisé pour l'orientation générale des nouveaux membres du personnel arrivant dans notre province. Alors, un groupe de la coalition cadre, de concert avec 3 ou 4 de nos patients proches, nous avons mis au point un cadre d'orientation générale et certaines pratiques exemplaires pour l'information que nous utilisons. Et nous avons fait participer donc les patients et les proches au fur et à mesure que nous progressons. Et je crois que l'importance également d'utiliser les anecdotes des patients et des proches de recourir aux patients pour les diffuser. Rick a beaucoup insisté là-dessus. Il a voulu participer ici. Rick, qu'en pensez-vous? Comment se sont passées ces formations? Rick Farad. C'était une expérience incroyable pour moi de parler au personnel qui venait d'être embauché, de raconter mon histoire et de constater qu'ils sont intéressés, qu'ils écoutent. Ça ouvre toutes sortes de canaux, toutes sortes de voix. Nous avons une opinion. Et maintenant, les employés savent que nous avons une opinion et que nous comptons. Nous sommes les dirigeants dans nos soins, les leaders dans nos soins. À un moment donné, nous ne l'étions pas. On nous disait quoi faire. Plusieurs personnes nous disaient quoi faire. Maintenant, nous élevons la voix. Et c'est une excellente position que de faire partie de l'équipe. Je me suis dit au début que, bon, on ne m'écouterait pas, je serais marginalisé. Mais ça a été le contraire. Ça a été une expérience très positive pour moi. Cela m'a ouvert les yeux, cela m'a donné des possibilités de participer aux soins de santé dans la province et dans ma communauté. Bernie Dopker. Et pour faire une différence dans chaque personne qui commence à travailler dans notre région. Faire une différence dans la manière dont ces personnes abordent les patients. Et dans la dernière partie donc, de l'environnement capable de susciter la mobilisation, nous avons tellement bien réussi dans notre région parce que on avait aussi le soutien de la direction dans tout ce que nous avons fait et dans toutes les initiatives que nous avons prises. Donc, je crois que c'est exactement ce que le Dr Baker vous a dit, a écrit dans son livre. Il faut avoir les 3 piliers pour constituer vraiment un engagement engagé et poursuivre notre travail. Comme Valérie l'a dit, Mallory plutôt l'a dit, il s'agit de travailler à grande échelle, au niveau standardisé, dans des initiatives provinciales, plutôt que simplement de petits groupes par-ci par-là. Il faut travailler tous ensemble et travailler tous ensemble pour parvenir donc à la réussite. Dernier point que je voulais évoquer aujourd'hui, l'utilisation de nos données. Nous proposons des expériences, nous nous intéressons à l'expérience des patients depuis des années, mais cette année, nous avons essayé de le faire avec la coalition cadre et nous avons mis au point des sondages de l'expérience des patients qu'on puisse utiliser à l'échelle de la province, qui sont remplis au chevet, ou s'il s'agit d'un patient hospitalisé. Mais nous essayons de recueillir l'expérience des patients et de travailler avec un groupe dans l'ensemble de la province de la coalition cadre, mais nous avons
nos patients et proches ressources qui se rendent au chevet, qui administrent ces sondages, qui interrogent les patients sur leur expérience, qui recueillent une vraie rétroaction. Hier encore, j'ai rencontré une des directrices des services infirmiers dans notre hôpital, à Moose Jaw. Elle a dit, vous savez, l'information qu'on recueille, qu'on reçoit dans ces sondages, ça va directement dans nos rencontres pré- et post-CAR. Ce sont les commentaires qu'on reçoit des patients qui animent nos efforts d'amélioration chaque jour. Voilà ce que nous voulions vous dire. Nous avons légèrement dépassé notre temps, alors donc je m'en tiens là et je serai heureuse de répondre aux questions. Carol Fancott. Merci beaucoup, Dr. Baker, Mallory Keller, Bernie Dopker, Rick Ferrand. Et donc, merci au Dr. Baker de nous avoir décrit le cadre de ce travail. Mallory Keller qui nous a amené à y réfléchir, non pas simplement entre nos quatre murs des établissements, mais au plan régional et provincial. Comment pouvons-nous nous assurer que ce travail a lieu au-delà des frontières? Et merci à Bernie Dopker et Rick Ferrand de nous avoir donné des exemples pratiques de la forme que cela peut prendre sur le terrain. Et j'aime ce que vous avez dit, Bernie Dopker, n'attendez pas, c'est de toute façon un processus d'apprentissage. Alors donc, nous attendons vos questions. Je vois qu'il y a une question d'Élise. Je vais poser sa question. Il y a d'autres questions qui avaient été affichées auxquelles je reviendrai. Élise demande comment la mobilisation des soins des patients est-elle présente dans les soins primaires au-delà des soins individuels? Je me demande si je pourrais passer la question à Mallory Keller pour nous donner une idée de ce qui se produit en Saskatchewan. Et peut-être Bernie et Rick auraient des observations également. Mallory Keller. Au niveau des soins primaires, bien sûr, cela peut se produire dans un secteur de soins primaires. Alors, le programme Kids First, le programme de soins à domicile pour les nouveau-nés, les participations peuvent participer à la conception. Il pourrait y avoir un groupe de travail de services consultatifs, mais tout cela se passe en Saskatchewan dans des endroits isolés, pas nécessairement stratégiquement partout. Au niveau du ministère, nous travaillons par exemple avec la direction du ministère qui est responsable des soins primaires pour nous dire, bon, comment est-ce que vous mobilisez les patients au sommet et quelles sont vos attentes au niveau des services de soins primaires dans la province? Pour dire, bon, dans quelle mesure les patients et les proches doivent-ils participer? Il y a un élément sur lequel notre ministère a toujours insisté au niveau des soins primaires, c'est que, bon, il y a un sondage sur l'expérience des patients en soins primaires. À l'heure actuelle, bon, on se demande quelles sont les questions qu'il faut poser. Avec quelle fréquence devons-nous vous poser ces questions et quel est le mode préférable? Est-ce que c'est sur votre iPhone, etc.? Et puis, comment est-ce que vous voulez que nous utilisions les données? Est-ce que vous voulez que nous l'interprétions sur le champ? Est-ce que nous voulons que nous y réfléchissions? Ça, c'est un élément clé à l'heure actuelle en Saskatchewan. Bernie Damke, avez-vous quelque chose à ajouter? Bernie Damke. Oui, c'est à peu près l'essentiel, Mallory. Nous avons organisé un ou deux événements d'amélioration avec des membres de notre équipe interne. On nous a demandé de faire participer le comité directeur, par exemple, sur différents programmes auxquels ils ont travaillé, mais on commence à peine. Nous travaillons également à la mise au point ou à l'amélioration du sondage sur l'expérience. Carol Fancott, merci beaucoup. Mallory Keller, Bernie Dampe. Il y a plusieurs questions. Donc, une question de Cindy. Est-ce que vous avez un personnel qui est dédié à la mobilisation? Je vais commencer par vous, Bernie. Parlez-nous-en au niveau régional. Puis, Mallory, vous pourriez peut-être évoquer
quelques éléments au niveau donc de la qualité des soins. La quantité de personnel réellement nécessaire pour appuyer ce travail. Bernie, donc je suis la seule personne dans notre région qui est responsable, ou plutôt Mallory Keller. Non, c'est bien Bernie. Donc je suis la seule personne qui est responsable et je suis directrice des services bénévoles. D'autres régions, d'autres organisations ont un effectif différent, mais je crois qu'il n'y a pas de formule dans la province à l'heure actuelle. Mallory, avez-vous des informations? Mallory Keller. Ça dépend. Dans certaines des régions sanitaires, c'est la personne responsable de l'amélioration de la qualité qui a quelques heures dédiées pour soutenir la mobilisation. Dans d'autres régions sanitaires, les régions sanitaires plus grandes, il y a un poste dédié. Au niveau provincial, nous avons un poste dédié à plein temps au niveau du Conseil de la qualité de la santé. Bon, on peut faire ça à temps partiel, mais il faut avoir quelqu'un dont c'est la tâche, même si c'est à temps partiel. Parce qu'il faut qu'il y ait une personne contact, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait le lien pour les patients et proches ressources. Tout le monde s'adresse à une unité, en donné une personne que l'on connaît dans la région. Ça amène donc une démarche purement formelle. On fait toujours appel aux mêmes personnes. Il n'y a pas de soutien d'intégration et tout. Mais ceci dit, si vous n'avez pas de personnel, est-ce que vous attendez? Non. Moi, je crois qu'il faut commencer, il faut commencer à petite échelle et puis augmenter. En fin de compte, oui, c'est intéressant. Si vous songez au paysage depuis plusieurs années, des positions en matière de leadership dans l'expérience patient, ces entretiens semblent avoir lieu au sein de nombreux organismes de santé. Une question de Marc Bilodeau. Pouvez-vous nous faire part des lignes directrices, des critères de sélection, un processus de sélection pour choisir les bons patients, les patients appropriés au niveau de nos communautés, de nos comités? Mallory, vous avez fait allusion à certaines des ressources que vous avez, et puis ensuite à vous, Bernie Riggs, si vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, Mallory. Mallory Keller. Les ressources de base se trouvent sur le site de l'Institute for Patient-Centered Care. Il y a une trousse de départ, les lignes directrices, les critères de sélection. Moi, je rédige des lignes directrices et des critères de sélection pour chaque groupe avec lequel je travaille. Ça me prend quelques minutes, en général. Ce n'est pas très, très lourd, mais est-ce que je cherche quelqu'un qui a qui n'a jamais travaillé comme ressource ou encore qui a de l'expérience? Si je sais ce que je recherche. Moi, j'ai des entrevues parfois, mais ce n'est pas formel, c'est sur une tasse de café. Il s'agit d'apprendre un petit peu à connaître la personne. Parce qu'il y a eu des cas en Saskatchewan où nous avons recruté donc une personne qui veut prendre position en faveur d'une cause en particulier. Donc les entrevues sont très importantes. Alors, donc, il y a donc l'Institut dont j'ai parlé. Il y a également le site du Conseil de la qualité de la santé de la Saskatchewan. C'est là où nous avons notre manuel pour les patients aux ressources. Et c'est écrit de concert avec les patients et les proches pour déterminer ce qu'ils veulent savoir avant leur entrevue, avant qu'ils n'arrivent à la table. Il faut comprendre à quoi ils commencent à participer. Ce centre de ressources a accès ouvert. En outre, il y a certaines des lignes directrices que nous avons créées. Au niveau de la présence des familles, nos politiques sont disponibles et les lignes directrices pour leur mise en œuvre sont également disponibles. Bernie Dopker, j'ajouterais juste ceci. Moi aussi, j'utilise le personnel directement. Moi, j'utilise le personnel dans l'ensemble de notre région. J'en dis, bon, on cherche quelqu'un pour ce comité, on cherche quelqu'un pour ce processus d'amélioration, pour cet événement. Si quelqu'un qui a subi les soins et qui, selon vous, pourrait jouer un bon rôle, vous vient à l'esprit, parlez-nous-en, et puis j'organise des entrevues avec
tous les nouveaux patients approche ressources, la première chose, je leur dis, peu importe quel genre d'expérience vous avez eu chez nous avec, au niveau des soins de santé dans le passé, mais ce que nous recherchons, c'est quelqu'un qui est disposé à venir non pas avec pour nous aider à améliorer ce que nous faisons. Et bon, je parle à chaque personne, ça j'en parle à chaque personne en avance. Et c'est également très important, comme Marjorie l'a dit dans le passé, on n'utilise pas les mêmes patients et proches ressources pour chaque chose, sinon bientôt on se retrouve face à un patient proche ressources professionnel avec un seul ensemble d'expériences. Plutôt Rick Ferrand. Moi, j'ai participé à 2 programmes dans la région de santé et les dirigeants de ces programmes ont causé assez rapidement, assez fréquemment ce qui se passait et on a transmis mon nom à Bernie, puis j'ai reçu un appel de Bernie Dunker disant est-ce que vous intéresseriez, est-ce que ça vous intéresserait de participer à ce qu'on va faire? J'ai été recruté dans le cadre des programmes qu'on avait déjà en place. Alors nous nous sommes développés à partir de là. Carol Fancott, merci Mallory, Bernie, Dr. Rick Ferrand. Le Dr. Baker veut intervenir? Dr. Baker, oui, il y a un nombre croissant de ressources, 2 autres sources. La CASS, qui a énormément de ressources recueillies depuis 5 ou 6 ans, avec, en fonction de ses expériences dans la gestion, la coordination de ses programmes de collaboration, le conseil des établissements de pays, et puis le Conseil ontarien de la qualité de la santé, qui a publié des ressources depuis 6 mois environ. Et ça vaut la peine d'être étudié. Carol Fancott. Bon, il y a 2 questions en particulier sur lesquelles je vais me concentrer dans la boîte de dialogue. Nous avons pu explorer l'un des piliers dont le Dr. Baker a parlé dans les environnements capables de système de mobilisation, mais je voulais passer à une question qui porte sur les fournisseurs de soins et une question sur la culture organisationnelle. Donc je vais revenir à une question portant sur les fournisseurs posée par RE. Il dit, bon, et si, les fournisseurs ne s'intéressent pas à participer à ce travail, comment amener les fournisseurs à s'intéresser à la participation des patients et des proches? Valerie Keller, on peut peut-être commencer par vous, Bernie Dunker, Rick Ferret. Et je regarde aussi là parce que je voudrais pouvoir répondre à une question au niveau de la culture organisationnelle. Donc, on commence à celle sur les fournisseurs de soins. Mallory Keller, la question est assez difficile de répondre à la question, mais je crois que lorsque nous avons commencé à faire un travail d'amélioration et un travail de conception pour notre nouvel hôpital, ce qui a vraiment donné le départ de notre région à notre région, il y a des gens qui sont toujours désireux d'aider, de participer, d'améliorer les choses. On a choisi, trier sur le volet certains des fournisseurs qui ont commencé ce premier projet, à participer à ce premier projet. Et c'est le succès de ces événements qui s'est répercuté sur les premières lignes et sur leurs coéquipiers. En définitive, les personnes qui étaient intéressées, disposées à utiliser ce nouveau processus. Et je crois que c'est ce que nous avons utilisé. Donc, plus de personnes ont participé aux événements ou aux revues ou aux groupes de réflexion, plus on en a parlé et plus de fournisseurs de soins se sont portés volontaires. Qu'en pensez-vous, Rick, quand vous vivez cela? Rick Ferrand, je constate qu'il y a eu plus de fournisseurs qui s'intéressent à ce processus qu'il n'y a de fournisseurs qui ne s'y intéressent pas. Mais ceux qui ne s'y intéressent pas, après qu'on se lance là dans le programme auquel on travaille, ils se laissent convaincre
mais il y en a toujours un ou deux sceptiques. Je pense qu'on perd notre temps. Mon plus gros souci, ce ne sont pas les fournisseurs, mais ce sont les autres patients qui ne peuvent pas comprendre qu'ils ont une voix, qu'ils ont la voix au chapitre. Donc les rejoindre, c'est beaucoup plus difficile que de rejoindre les fournisseurs de soins. Carol Fancourt, merci beaucoup. Mallory Keller, voulez-vous intervenir? Mallory Keller. Oui, moi j'ai eu des expériences considérables au niveau du personnel et des médecins réfractaires. On ne peut pas renoncer. C'est facile de travailler avec les premiers adopteurs, mais dans un service en particulier avec lequel j'ai travaillé, et une conversation initiale, l'équipe était très, très, très résistante. Maintenant, il s'agit de l'une des unités où les soins sont les plus axés sur le patient dans toute la province. Ça a pris cette conversation initiale, puis on a attendu 3 mois. On a laissé tout le monde se calmer, absorber, réfléchir. Et puis ensuite, on a créé un conseil consultatif de patients et de proches. Donc, ça, c'était la constante, que les patients allaient commencer à co-concevoir, à élaborer des changements. On a également convaincu le médecin responsable de ce secteur. Il y avait 13 médecins qui étaient affectés à cette unité. Pour certains, il a fallu une lettre écrite par un patient expliquer pourquoi c'était important pour que leur famille participe à la ronde de chevet pour pour faire convaincre la personne de changer ses pratiques. On a utilisé de nombreuses stratégies. Alors, si vous avez des problèmes, rejoignez-moi parce que je pourrais vous communiquer. On a eu beaucoup de succès. On ne peut pas toujours renoncer, on ne peut pas toujours reculer parce que dans certains cas, ça change la vie des patients et des proches. Alors, c'est un travail nécessaire, même si c'est difficile. Carol Fancor, merci pour ce sage conseil. Bon, je vais passer à la question de Jane Valentine. Quelles approches ont été utilisées pour créer une culture au sein d'une organisation et entre organisations qui favorise la mise en œuvre d'un solide cadre de mobilisation des patients? Donc, au niveau de l'organisationnel, au niveau de l'organisation, on va peut-être commencer par le Dr Baker. Ça, c'est la question critique. Le défi pour la culture, c'est que ça semble tellement vaste, parfois tellement fugitif. On sait à quoi ça ressemble une culture changée, mais comment est-ce qu'on y parvient? Et ça, on en revient à certaines des questions que Mallory, Birdie et Rick ont évoquées. Il s'agit d'identifier les comportements qui démontrent la mobilisation et puis demander aux leaders de faire les modèles. Ensuite, identifier des dirigeants cliniques et au niveau de la gestion qui peuvent évoquer leurs expériences et les aspects positifs. Et puis reconnaître les défis. La résistance, le problème de résistance est bien réel. Nous sommes assez mal placés dans différentes régions du pays. Les membres du personnel se sentent submergés par leur travail. Ils craignent que ça ne va pas contribuer à leur capacité de rentrer chez eux, de voir leur famille. C'est une autre façon de ralentir le travail sans avantage. Alors donc, c'est une question de culture critique. Est-ce qu'on peut identifier les expériences où cette mobilisation des patients permet de créer quelque chose qui améliore les soins des patients, qui améliore l'environnement de travail pour le personnel? Et ces éléments sont critiques. Il faut que si vous voulez que les gens changent, il faut leur montrer que c'est gagnant-gagnant pour les patients, le personnel et le système dans son ensemble. Et je crois que les leaders intelligents, ils les racontent ces anecdotes, ils racontent ces histoires, ils encouragent les patients à parler de leurs expériences explicites qu'ils ont eues, qui ont fait une différence. Nous savons que les gens se lancent dans la santé parce qu'ils veulent aider les autres, ils veulent faire une différence. Si on peut établir le lien entre l'expérience des patients d'une part et d'autre part, ces motivations fondamentales qui résonnent tout de même dans le cœur et l'esprit des membres du personnel partout au pays, malgré les pressions qu'ils subissent, c'est la clé.
Donc, le travail des leaders en matière de mobilisation des patients, des leaders dans l'ensemble du système de santé, c'est de rechercher ces possibilités, de raconter, de faire ces récits, de renforcer la valeur, l'utilité. Nous tirons des leçons des gens qui résistent parce que nous pouvons tirer des leçons de leurs craintes. Il faut écouter ces craintes et puis vraiment y répondre résoudre les problèmes sous-jacents qui découragent la mobilisation. Carol Fancott, bon, malheureusement, il faut commencer à conclure. Dr. Baker, Mallory Keller, Bernie Domker, Rick Ferrand, merci beaucoup pour cette discussion très, très riche. Comme vous pouvez le constater, il y a encore plusieurs questions qui nous restent dans la boîte de dialogue. Nous allons travailler avec nos conférenciers pour voir si nous pouvons répondre à ces questions. Nous allons communiquer avec vous. Donc, je regrette que nous manquons de temps. Vous verrez à l'écran que nous avons des webinaires à venir. Nous espérons que vous serez des nôtres pour certains. Enfin, je voudrais vous dire que votre rétroaction nous est très, très précieuse pour la planification de ces webinaires futurs. Nous vous demandons de prendre un instant pour nous donner une rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a 5 cases à l'heure actuelle. La première, veuillez répondre. Ce webinaire m'a permis de mieux comprendre comment la participation des patients et des familles peut servir de catalyseur à l'innovation et à l'amélioration. Mais donc votre accord ou désaccord. Ensuite, j'ai appris comment des environnements capables de susciter la mobilisation peuvent soutenir l'amélioration de la qualité. Ensuite, dans l'ensemble, je suis satisfait de l'expérience que j'ai vécue dans le cadre de ce webinaire. Je pourrais mettre en application dans mon milieu de travail ce que j'ai appris à ce webinaire. Et enfin, si vous avez d'autres commentaires ou suggestions, nous les accueillerons avec intérêt. Donc, comme le Dr. Baker l'a dit tout à l'heure, je voudrais vous adresser à notre site web de la FCASS. Tout d'abord, la page des ressources sur la mobilisation des patients qui comprend plus de 300 ressources à l'heure actuelle. Comme l'avait dit Mallory Keller, également le site web de qualité des soins Saskatchewan, Conseil de la qualité des soins Saskatchewan. Vous trouverez donc des outils qui vont vous aider dans votre progression. Je voudrais également vous recommander de vous inscrire pour notre bulletin de la FCASS pour en apprendre davantage sur les programmes que nous offrons qui pourraient vous intéresser, vous et votre organisme. Là, encore une fois, je remercie le Dr. Baker, Mallory Keller, Bernie Domker, Rick Ferrand pour leur participation. Je remercie Kali et Shina, nos productrices à Ottawa, qui ont assuré le bon déroulement de ce webinaire. Et bien sûr, je vous remercie, vous, nos participants, pour avoir été des nôtres aujourd'hui. Voici qui conclut notre webinaire. Au revoir.